Nous avons à échanger sur ce panel qui parle du développement d'infrastructures comme levier d'une croissance plus inclusive. Il y a des analyses qui ont déjà montré ici au Bénin et également en Afrique que le développement dans le domaine des infrastructures est aujourd'hui une question de développement et compte beaucoup pour le développement. Nous avons la chance d'avoir autour de ce panel des experts, des personnalités d'un certain niveau qui ont touché du doigt la réalité du développement de l'Afrique, mais en tant qu'experts également qui ont travaillé de manière spécifique sur ces questions. Je voudrais d'entrée déjà donner la parole à M. Allé, qui, dans l'investissement lourd, a aujourd'hui beaucoup d'expérience chez Colas, afin qu'il puisse nous dire aujourd'hui quel est le rôle des parties prenantes dans la chaîne de mise en œuvre des infrastructures en mode, bien sûr, partenariat public-privé. Pour répondre et discuter des sujets liés aux infrastructures qui me semblent très importants et très essentiels pour le développement en Afrique, vu le retard qui a été accumulé dans pas mal de secteurs, que ce soit sur les secteurs du transport, de l'eau, de l'électricité, des hôpitaux, des écoles. On pourrait en parler longuement et longuement. En général, sur les modes de développement de ces infrastructures, on distingue en gros deux modes. On peut en parler, on peut en rajouter d'autres. Soit l'État ou les parties publiques disposent des moyens pour mettre en œuvre ces infrastructures et ils le font directement en marché public avec les opérateurs économiques. Soit les projets sont assez rémunérateurs pour intéresser des partenaires privés. Dans ce deuxième cas, le premier cas, vous avez compris, c'est les appels d'offres classiques pour définir ces ouvrages. Les financements sont mobilisés par l'État. Dans ce deuxième cas, qui est relativement plus complexe et qui, de mon point de vue, est assez porteur, on a pas mal d'écueils en Afrique. J'ai vécu ces 2 dernières années à tourner un peu partout dans les pays en Afrique pour développer des grands projets d'infrastructure en mode partenariat public-privé. Et les difficultés qu'on rencontre souvent, c'est la compréhension du jeu des acteurs. Donc vous avez fortement raison d'insister là-dessus. Le partenaire public et le groupe sponsor qui a identifié le projet et qui associe un certain nombre d'experts, que ce soit des experts juridiques, des experts financiers, des experts techniques, des experts liés au trafic et des investisseurs qui constituent un equity initial, c'est-à-dire un fonds propre initial pour pouvoir lever de la dette sur les marchés. Dans ce mécanisme, on se marche souvent sur les pieds. Et les attentes sont fortement divergentes d'une partie à l'autre. Ce que je recommande souvent, c'est que la partie publique soit mieux outillée pour aborder ces questions, pour mieux définir les orientations à donner à ces différents projets et répondre aussi aux attentes qu'on a souvent vis-à-vis d'elles, à savoir les garanties que nous demandons dans ces cas. On n'aura malheureusement pas l'occasion d'en parler un peu plus largement, et la subvention d'équilibre qui est souvent nécessaire pour rétablir l'équilibre économique des projets. Je veux en rester là pour le jeu des acteurs. On verra après s'il y a un intérêt par rapport à cette question. Mais ce qui est encore... Oui, allez-y. Ce qui est encore plus important, c'est quel est l'intérêt ou quel est le rôle des PME locales dans cette chaîne de mise en œuvre des infrastructures. Très souvent, on a l'impression que les PME locales vivent une situation assez discriminatoire liée au fait que tout de suite, on a affaire à des montants d'investissement très élevés. Mais en réalité, c'est d'un intérêt commun pour toutes les parties d'associer plus intimement les PME locales. Pour les multinationales qui viennent souvent agir dans ce secteur,
c'est doublement intéressant parce que associer les PME locales fait plaisir au client final, donc rajoute de la valeur ajoutée. Associer les PME locales permet aussi de créer de la valeur en réduction des coûts et ça permet de faire monter les compétences au niveau local. Mais comment ils peuvent agir sur toute la chaîne? J'ai parlé tout à l'heure de la partie liée en amont au développement des projets où on associe intimement des expertises dans tous les domaines, notamment des expertises sur le plan juridique, où on utilise des cabinets locaux, sur le plan financier, où on utilise des acteurs, sur le plan des études de faisabilité, des études liées aux revenus, où on gagne énormément du temps en ayant des acteurs locaux outillés qui maîtrisent mieux les réseaux existants ou le contexte du pays. Au moment de la réalisation, il est important que les PME locales soient associées, qu'ils soient associés déjà en amont pour que quand on gagne les projets, on les gagne ensemble et on les mène ensemble jusqu'au bout. Ou pour faire de la sous-traitance et de la fourniture de matériaux lors de la réalisation de ces projets-là. Il y a un dernier aspect, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, M. Fon. Oui, vous pouvez encore aller très rapidement. Un dernier aspect où ils peuvent agir énormément et où aujourd'hui on ne développe pas assez, c'est sur la maintenance des infrastructures qui sont réalisées, que ce soit les écoles, les routes ou les hôpitaux ou les réseaux électriques. La maintenance de ces infrastructures qui génèrent autant de besoins en financement que la réalisation. Je lisais récemment un rapport de PwC qui estimait à 9 milliards de dollars par an l'investissement nécessaire pour construire de nouvelles infrastructures de transport sur l'Afrique. Et également à 9 milliards de dollars par an, ce qui est nécessaire pour maintenir ces infrastructures dans la durée. Sur cette composante, aujourd'hui, nous passons presque tous à côté, que ce soit les partenaires publics, les partenaires privés, et les PME locales ont un rôle à jouer pour la prise de conscience et pour les opportunités qui vont se présenter dans ce domaine. Merci, M. Allais. J'aurais retenu que les PME ont un rôle important à jouer pour la prise de conscience dans ce domaine très porteur et très important d'ailleurs pour le développement des pays africains. Je ne vais pas être long, je vais donner la parole au ministre Luc Nyakaja de bien vouloir en tant que fondateur et président du groupe GPS aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine de l'investissement public, bien sûr, pour résoudre en un temps soit peu ce problème des infrastructures qui est un problème crucial. Merci bien. Peut-être qu'il faut déjà dire à quoi sert une infrastructure. L'infrastructure doit servir à faciliter l'accès à un service ou à un besoin ou à un gisement, même s'il est potentiel. Par exemple, là où il y a un besoin d'eau ou un besoin d'accès à l'énergie ou à la santé ou à l'éducation ou même à des services écosystémiques. Je sais que ici, quand on dit écosystème, vous pensez autre chose. Mais moi, quand je dis écosystème, je pense écologie. L'eau est un service écosystémique comme la forêt, par exemple. Dans ces cas-là, on a besoin d'infrastructures. Et la bonne nouvelle, quelqu'un en a parlé, je pense, dans le panel précédent, c'est que la digitalisation a apporté ce que l'on a appelé la disruption, à savoir, nous sommes rentrés dans l'ère de la disruption où il y a comme une succession d'innovations. Et elles sont permanentes, elles sont constantes. Et l'avantage comparatif de ceux qui ont du retard, c'est précisément, comme l'a dit le ministre des Finances, c'est précisément de pouvoir faire ce rattrapage, non seulement en infrastructure, mais en faisant un saut qualitatif au niveau des services et au niveau de la façon de les gérer. La disruption n'est pas seulement technologique, elle est aussi au niveau de la gouvernance. Ce que le gouvernement fait, qu'a expliqué le ministre des Finances, c'est une forme de disruption. Mais que vont faire les PME et les PMI du Bénin pour tirer avantage de ça? Par exemple, le Bénin veut être parmi les tout premiers pays à
passer ou assurer l'accès universel à l'eau. Mais allons-nous gérer l'eau comme on le gérait, comme on la gérait avant? Quand on assure l'eau est trop chère pour qu'on puisse la gaspiller, comment allons-nous mieux gérer l'eau pour que non seulement l'investissement puisse être facilement maintenu, soit rentabilisé, et que l'impact attendu sur la santé et sur l'accessibilité soit assuré? C'est autant de potentiels et de domaines qui sont, j'allais dire, en aval par rapport à l'investissement en hard, l'investissement en réalisation. Ça, c'est des éléments qu'il faut assurer. Quand on tient compte du fait que, prenez, on a parlé de M-Pesa. L'une des caractéristiques de l'Afrique, c'est d'avoir un marché potentiel et de ne pas avoir de financement. C'est curieux. Ailleurs, là où il y a un marché, il y a du financement et il y a des investissements. Savez-vous que, par exemple, l'énergie électrique au Bénin, c'est pour le moment seulement 3,5% de l'accès à l'énergie dans notre pays? Savez-vous que en milieu rural, seulement 9% des personnes ont accès à l'énergie? Quelle est la meilleure façon d'assurer l'inclusion, une croissance inclusive? C'est de permettre l'accès à l'énergie qui, elle, permet la transformation de la production et tout ce qui vient après. Mais pourquoi est-ce que, avec les énergies renouvelables, nous ne pouvons pas imaginer d'autres façons de gérer l'énergie, d'en faciliter l'accès et donc d'en assurer la rentabilité? Qu'a fait M-Pesa? Et pourquoi M-Pesa a mis 10 ans pour venir au Bénin? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'écosystème existant, avec les MTN et autres, et avec cette demande existante? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'accès à l'énergie, gérer autrement, surtout avec le potentiel aujourd'hui de production décentralisée de l'énergie? C'est autant de questions qui appellent aussi l'innovation au niveau des PME, en même temps que l'innovation disruptive en matière de gouvernance au niveau du gouvernement. Alors, moi, je voudrais suggérer que pour chaque domaine où il y a un marché potentiel qui n'a pas de réponse, que tous ceux qui sont ici et qui peuvent connecter des services existants ou des façons de faire existantes pour maintenant réfléchir hors du cadre pour voir comment on peut faire autrement, un peu comme Safaricom a fait quand ils ont dit mais comment nous faisons pour que ceux qui n'ont pas accès à la finance puissent avoir accès. Maintenant, je voudrais ajouter un dernier point. Hier, on a parlé du Nigeria comme d'un risque, mais la BAD et le FMI sont d'accord pour dire que sur le potentiel de croissance du Bénin qu'ils ont reconnu comme étant prometteur, il y a 2 risques majeurs. Le risque sur la versatilité, on peut dire, de l'économie nigériane, mais aussi les changements climatiques. Les changements climatiques sont un risque, mais partout où il y a un risque, il y a une opportunité d'innovation. Savez-vous que, par exemple, pour informer tous ceux qui peuvent potentiellement être affectés par le risque climatique, la digitalisation et la transmission de l'information est devenue essentielle, un outil majeur qui est utilisé ailleurs. Savez-vous que des bouviers, par exemple, utilisent leur téléphone cellulaire non seulement pour avoir l'information sur où amener leur bête pour pouvoir paître, et ainsi de suite. Donc, si la menace climatique est l'une des 2 menaces majeures sur la croissance de l'économie béninoise, alors, mesdames et messieurs, levons-nous et mettons ensemble nos intelligences pour voir qu'est-ce qui, dans l'écosystème béninois, à savoir toutes les habitudes, y compris les mauvaises, et comment on fait pour pouvoir, avec ces possibilités technologiques-là, pour pouvoir apporter des réponses. C'est ce genre de choses que nous avons regardé à GPS Développement. Vous incitez les privés à oser, à créer le besoin et à aller vers des solutions courageuses et puis après à collecter les solutions essentielles qu'on peut trouver au plan local et à trouver maintenant des moyens pour aller vers les financements. Je crois que c'est très courageux lorsqu'on est PME, lorsqu'on est chef d'entreprise ici et qu'on entend ça, on a envie de bouger, mais c'est lié à beaucoup de risques. Les entreprises ici veulent bien
aller vers l'audace de créer effectivement ces services, de se mettre ensemble. Mais les gens préfèrent, lorsqu'ils ont de la liquidité, d'acheter leur parcelle à côté, de construire, et d'être sûr que le jour ils seront fatigués, ils auront tout au moins quelque chose qui leur permet de joindre les deux bouts. Et c'est à ça que nous jouons tout le temps, quand bien on sait aujourd'hui que toutes les maisons sont restées sans location, on continue d'investir dedans parce qu'au moins là, on voit clair. On va aller plus loin avec les autres experts et entendre ce qu'ils diront. Je vais demander à Madame Anta, qui est sur ce panel, de bien vouloir nous dire, vous êtes aujourd'hui un partenaire dans le ciment. Vous faites beaucoup, on vous connaît. Quelles sont les opportunités, en quoi vous êtes aujourd'hui une opportunité pour les PME ici présents qui veulent savoir comment est-ce qu'aujourd'hui, s'ils veulent aller vers des infrastructures, ils peuvent venir vers vous en tant qu'opérateur dans le domaine, avoir des facilités ou avoir des informations qui les rassurent, qu'ils ne vont pas se lancer et puis après regretter, comme cela a été le cas vers beaucoup d'autres partenaires. Merci Madame Anta. Bonsoir tout le monde. Alors, je me présente. Mon nom, c'est Stéphanie Anta. Je suis la directrice commerciale, logistique et informatique de la Société des Ciments du Bénin. Et effectivement, c'était très intéressant d'entendre les interventions de Monsieur le directeur de Colas et aussi du ministre, parce que c'est d'un côté un partenaire et de l'autre côté Monsieur le ministre qui a parlé d'un point clé qui concerne aussi notre secteur. Concernant les BTP, nous, en tant que partenaires des BTP, nous sommes étroitement liés avec eux. Nous devons jouer un rôle en les accompagnant avec le matériel de construction à un prix abordable, mais surtout aussi le matériel de construction qui est le plus adapté au milieu. Nous sommes ici, on a longtemps eu cette vision de dire, bon, ce qui se passe en Europe ou ailleurs, c'est la même chose qui doit se passer en Afrique de l'Ouest, non, ou en Afrique en général. Non, ce n'est pas le cas, c'est aussi pas le cas pour le ciment. D'où nous avons un laboratoire équipé, très équipé, qui accompagne les entreprises de BTP et les entrepreneurs afin de faire aussi le bon choix en termes de ciment et surtout aussi de les accompagner dans la logistique, parce qu'on a beaucoup de moyens logistiques qu'on peut offrir à ces PME qui travaillent dans le BTP, si c'est la mise à disposition de silos, de conteneurs et autres. Mais je ne vais pas trop aller plus en détail. Je suis sûre que après les PME intéressées pourront me contacter directement. En ce qui concerne ce que le ministre a dit, effectivement, moi, et ça c'est mon avis personnel, je vois comme un des défis majeurs aujourd'hui, c'est l'énergie. Car l'énergie, Monsieur le ministre l'a dit, il y en a pas, ça manque en disponibilité et l'énergie actuelle a aussi un coût. Et nous, en tant que cuisine et aussi d'autres industries ici présentes au Bénin, aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas une disponibilité continue en termes d'énergie. Ça veut dire que vous devez avoir des groupes électrogènes qui prennent le relais afin de pouvoir produire en continu. Ou si vous n'avez pas ces équipements, il y a un arrêt de production. Tout cela, bien sûr, agit sur le GDP, sur le BIP, n'est-ce pas? Ça a un facteur. Et alors, voilà, on parle de la nouvelle ère numérique, de la digitalisation. Sans l'énergie, ça va être difficile d'avoir aussi, d'accompagner cette nouvelle ère de digital dont on parle autant, et dont nous aussi, dans notre entreprise, que c'est totalement une thématique parce qu'on peut atteindre les consommateurs du Nord et du Sud. Mais peut-être moi aussi pour terminer, et après, je pense que vous avez dit brièvement, un défi aussi qu'on doit réaliser à ce jour, je l'avais dit auparavant, c'est le transport. Le coût de transport en Afrique de l'Ouest est très élevé. Transporter les marchandises du nord vers le sud a aussi un coût. Et tout ça là, alors ça augmente non seulement le coût des matériaux de construction, mais après ça augmente dans vos projets de financement, ça augmente tout ce budget-là, et c'est ça qui fait aussi qu'il y a un ralentissement. Bon, je vais m'en arrêter là pour ne pas... Avant de donner la parole à M. Chola, je voudrais savoir, cette augmentation, tout le monde l'a constaté, est-ce qu'aujourd'hui, les PME ici présents peuvent avoir une visibilité en tant qu'opérateur économique dans le domaine du ciment? Quels sont vos projets pour améliorer ces augmentations, d'autant plus que, in fine,
Vous avez la matière première, c'est vous qui la mettez à la disposition des entreprises qui en ont besoin. Est-ce que vous avez des projets, par exemple, qui améliorent? On sait que le train ira bientôt au nord, au Niger, mais personne ne peut dire la date avec précision. Mais vous n'attendez pas que le train commence à transporter le ciment du Bénin au nord avant quand même de rendre votre activité attrayante à vos clients qui viennent vers vous. Est-ce que vous avez des projets à court, à moyen ou à long terme qui favorisent ce genre de choses et qui disent aux gens qui veulent investir dans ce domaine, dans les jours à venir, de dire, bon, nous attendons, nous avons de la visibilité, ou alors on se livre à Dieu, comme le disent la plupart des gens qui n'ont pas de solution? Oui. Bon, concernant le train, je dois dire, la SCB est une société productrice de ciment qui existe depuis 50 ans. On entend les rails arriver jusqu'à notre station d'ensachage. Ça, c'était le début. Aujourd'hui, malheureusement, on a construit sur les rails. Et le train ne peut plus venir à notre usine. C'était ça la solution qui existait en temps. Bon, aujourd'hui, afin de pouvoir mieux livrer nos clients, nous avons notre propre flotte de camions que nous gérons. Mais je dois dire, l'activité de transport est une activité très compliquée. C'est en termes de toute la gestion qu'il y a autour. Mais c'est ce que nous offrons à nos clients. Vous venez à la SCB, c'est ça qui est l'avantage. Vous êtes livré à temps. Super. Alors, M. Chola, merci d'être là. On voudrait savoir, AIM est dans l'infrastructure investissement professionnel. Alors, les PME sont là, ils veulent savoir en quoi aujourd'hui ils peuvent compter sur vous en tant qu'entreprise spécifiée ou qualifiée dans le domaine, bien sûr, de l'infrastructure professionnelle, et quelles sont les informations, les nouveautés que vous avez, qu'ils peuvent tout de suite commencer à monnayer. Merci de prendre la parole. Alors, merci pour la question. Je pense qu'il faut bien préciser le sujet d'investissement en infrastructure. Donc, comme Monsieur le ministre l'a dit, l'infrastructure, c'est tout ce qui va permettre le transport ou la transmission d'informations ou le transport de biens, de services, afin de répondre à un besoin des opérateurs économiques. Originellement, c'est la responsabilité de l'État, en principe, de fournir l'énergie, de mettre à disposition l'eau ou de mettre à disposition les routes. Mais ce qui s'est développé de plus en plus, parce que les États n'ont pas forcément la surface financière pour absorber ce niveau d'investissement, parce que quand on parle d'infrastructure, la caractéristique principale, c'est que c'est des coûts d'investissement élevés. Donc les fonds d'investissement AIIM, par exemple, pour lequel je travaille, vont arriver en tant que support financier, qui vont apporter une expertise dans l'ingénierie financière. On ne travaille pas souvent seul, on va travailler avec des groupes comme Colas ou d'autres constructeurs qui vont apporter l'expertise technique. C'est un travail de partenariat public-privé, parce que dans la conception, le public, la partie publique doit avoir sa vision d'infrastructure, bien cerner le besoin qu'ils veulent permettre de résoudre, et le privé arrive et apporte une solution. Donc nos fonds, on va arriver en tant que co-investisseur auprès d'un développeur ou d'une entreprise locale qui aura peut-être développé ce projet-là dans ses premiers frémissements. Donc ce qu'on a fait par exemple au Mali, c'est un entrepreneur malien qui a identifié le potentiel d'une centrale de production au gaz dans la région nord du Mali, et qui s'est, avec son esprit entrepreneurial, approché des pouvoirs publics pour avoir des partenariats, des MOU, un partenariat avec l'État pour finalement apporter cette solution-là. Ensuite, il y a des étapes d'études préliminaires de faisabilité de projet, et quand on atteint ce niveau, on va dire, un peu avancé dans le développement de projet, on peut faire appel à des fonds d'investissement comme AIM, qui peuvent regarder le potentiel du projet et l'aider à être réalisé, dans le sens où on va accompagner les études plus poussées pour préciser le modèle économique. On va négocier avec l'État
voir dans quelles conditions l'électricité, par exemple, si c'est une centrale, peut être cédée ou vendue au public pour garantir déjà une rentabilité pour les fonds propres qu'on met en place. Ce qu'on va faire surtout, c'est structurer toute la partie financement, parce que qui dit infrastructure, donc dit besoin d'investissement grand, il y a des fonds propres, mais il faut aller lever de la dette. Et aujourd'hui, il est clair que ceux qui apportent la dette pour les infrastructures africaines, c'est les banques multilatérales dans la majeure partie. Les banques commerciales ne sont pas vraiment présentes encore parce que c'est un financement qui est assez risqué et spécifique. Donc, dans ce cadre-là, il faut avoir la connaissance des acteurs qui prêtent au projet d'infrastructure et pouvoir engager un dialogue qui soit constructif avec ces acteurs-là. Donc, un fonds d'investissement comme AIM va finalement apporter cette expertise aux promoteurs éventuellement du projet, et en partenariat avec tous les autres acteurs, on va pouvoir développer ce projet, l'emmener à être financé, construit et mis en exploitation. Donc, pour les PME, ce que je pourrais dire, c'est dans la chaîne de valeur de l'infrastructure, en fonction d'où est-ce que cette infrastructure est construite. Il y a un des panels hier qui parlait un peu de ça, c'est comment est-ce que les entreprises peuvent s'organiser pour fournir des services qui vont finalement contribuer à la mise en place de l'infrastructure. Est-ce que c'est du nettoyage? Est-ce que c'est des services finalement, si c'est une autoroute, est-ce que c'est mettre en place des entreprises qui sont capables de gérer des péages? Est-ce que c'est de l'entretien, c'est mettre en place des entreprises d'entretien de route? Mais il faut qu'un écosystème économique local puisse se constituer autour des infrastructures. C'est dans ce cadre-là que ça pourra réellement intégrer les PME et créer plus d'emplois. On parle d'inclusion financière, donc créer plus d'emplois et finalement rejaillir sur l'économie locale. Je voudrais savoir, est-ce que de façon spécifique, vous pouvez nous dire aujourd'hui qui sont vos parties prenantes? Si ici il y a une PME qui a envie effectivement de s'aventurer dans le domaine et qui est une start-up, est-ce que vous êtes la porte indiquée? Quelles sont vos parties prenantes, les gens bénéficiaires de vos prestations de façon spécifique, et qu'est-ce que de façon succincte vous leur offrez? Alors, nos services ne sont pas dirigés vers les PME. C'est vraiment un fonds d'investissement dédié aux infrastructures. Je m'explique. Aujourd'hui, une infrastructure, si on prend une autoroute qui va desservir un point A à un point B, on va dire par exemple une zone économique vers un port. Donc cette route a une pertinence économique. Donc ça c'est le premier point. Il faut que l'infrastructure réponde à un besoin. Et ensuite, en fonction de cet avantage ou de cette pertinence économique, il peut plus ou moins être financé par des fonds propres que nous pouvons apporter. Par exemple, il y a des routes sur lesquelles il n'est pas envisageable de mettre un péage que l'État va devoir développer sur ses fonds propres, parce que capitaux privés va avec rentabilité. Super. Donc, nous, on va travailler sur des projets qui sont pertinents économiquement. On va financer ces projets-là dans un mode de financement de projet. Ça veut dire que tous les revenus qui viennent, par exemple, de l'exploitation de cette route, vont être ceux qui vont être utilisés pour payer les capitaux qui ont été utilisés. Donc, les dettes, les fonds propres et toutes les charges d'exploitation de l'infrastructure. Donc, dans cette chaîne de valeur-là, comme je le disais plus tôt, les PME peuvent s'inscrire en fournissant les services qui sont cohérents avec l'infrastructure qui est en train d'être développée. Comme je le disais, ça peut être de l'entretien, ça peut être de la construction. Donc, généralement, en France, par exemple, les grands chantiers publics ont permis de permettre une croissance économique dans les périodes de crise. C'était la façon utilisée par le gouvernement pour relancer l'économie, parce qu'il y avait un écosystème local pour accompagner le développement d'infrastructures. C'est exactement ce qu'il faudrait qu'on essaie de répliquer ici, dans le sens où si une infrastructure doit être construite, il faudrait qu'on ait des champions locaux, par exemple, de construction,
il faudrait qu'on ait des champions locaux de location de matériel de construction, des champions locaux d'entretien d'infrastructures, et pour que finalement les bénéfices d'une infrastructure puissent rejaillir sur l'économie locale. Parce que c'est pas l'idéal que tout soit forcément importé. Donc, que la main-d'œuvre soit importée, même si c'est vrai qu'il faut de la technicité sur place, il ne faut pas forcément que la main-d'œuvre soit importée pour finalement combler les besoins d'une chaîne de valeur d'infrastructure. Super, merci pour les précisions. On aura retenu ainsi qu'on vient de faire une toute table, on n'a pas beaucoup de temps. Vous avez certainement des questions à poser en tant qu'entreprise, en tant que personne intéressée avec des infrastructures. On a quatre grands experts devant nous. Vous avez le micro, si tant que vous êtes préoccupés. Ma question est la suivante. Quand allons-nous commencer par penser réellement qu'il faille, pour le développement économique de nos pays, prévoir chaque année, des investissements structuraux économiques dont le monsieur a parlé tout à l'heure, dans lesquels ils vont investir, et pouvoir s'assurer que ces derniers sont effectivement réalisés dans le temps. Un simple exemple que j'ai et qui me tourne la tête depuis une vingtaine d'années que je suis retourné au Bénin, avec le problème de l'énergie, on s'est rendu compte que, en prenant du recul, si on avait des politiques de grands travaux menés au Bénin, il y a plein d'investissements qu'on aurait pu réaliser et qui n'auraient pas été difficiles et compliqués à réaliser aujourd'hui. Chemin de fer jusqu'au Niger. On connaît les raisons politiques autres et autres, qui auraient permis la facilité de l'intégration et tout ça. Quand on prend l'énergie, toujours au niveau de cette pensée, si on avait pu mobiliser, je dis une bêtise, 500 millions au budget national depuis nos indépendances, il y a longtemps qu'on aurait eu notre autonomie énergétique. C'est une image, c'est une caricature, mais ne faut-il pas aujourd'hui commencer vraiment par faire la part des investissements qui seront des investissements à valeur ajoutée et qui vont permettre au secteur privé de contribuer à rentabiliser et à améliorer l'économie, plutôt que de focaliser beaucoup d'énergie sur la route qu'on doit construire et qui n'est pas utile, mais parce qu'on veut faire campagne dans la zone et qu'on veut avoir des voies. Je vous remercie. Merci. On m'appelle Jean-Marie Zonou. Je suis ingénieur en électricité, consultant dans le domaine des services énergétiques et également directeur d'une structure en énergie électrique. Et ma question, c'est de savoir toujours la préoccupation par rapport à l'attention que nos doyens ont par rapport aux jeunes entrepreneurs, les PME. Et ça va vers quel est le pourcentage que vous avez d'habitude, que vous fixez dans les travaux que vous réalisez? Est-ce que vous avez un pourcentage, un défi de pourcentage que vous dites que par rapport aux locaux, nous avons tel pourcentage de travaux à dédier? Est-ce que vous avez évalué dans le passé? Et aussi, est-ce que vous avez un défi d'intégrer davantage en se disant, par exemple, on est autour de 20%, on veut passer peut-être à 30% de jeunes. Par exemple, nous travaillons avec beaucoup de jeunes, surtout les jeunes volontaires de l'UAC pour les stages, pour les renforcer, pour que si vous avez besoin de la main-d'œuvre, vous pourriez en avoir dans le domaine de l'énergie. Et quand je parle de l'énergie, c'est le bâtiment, c'est le transport, c'est la production et aussi la production volet photovoltaïque. Donc, je veux aussi bien savoir si vous avez prévu dans les grands travaux d'énergie, parce qu'il y a assez de grands travaux dans les projets de MCA. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu là pour accompagner les entreprises spécialisées dans le domaine de l'énergie? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Est-ce que nous avons quelque chose à faire avec vous par rapport à ces travaux qui viendront bientôt? Merci. Bonsoir à tous. Mon nom c'est Ulrich Adon-Siba. Je suis consultant en finance. Je ne suis pas expert en énergie, mais il y a une préoccupation qui me taraude toujours. Je me suis dit, pourquoi on ne peut pas transformer les ménages? Les ménages ne peuvent pas participer à la production de l'énergie que les ménages vont consommer, et le surplus pourra être revendu
à un réseau de distribution pour que les entreprises puissent l'utiliser. Je sais que ça peut se faire par le biais de l'énergie solaire. On va utiliser les toitures des ménages et peut-être même des entreprises pour produire l'énergie. Et là, ce que l'État produit pourrait être uniquement revendu aux entreprises. Parce que je pense que la consommation domestique peut être déjà supportée par la production de l'énergie solaire. Merci. Merci à vous. La dernière question. Ok, merci beaucoup. Monsieur Zi Madjidi, je suis économiste consultant. Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure les avantages que les changements climatiques présentent. Il y a une stratégie de développement des emplois verts au Bénin. J'aurais bien voulu peut-être que vous en parlez un peu pour les startups et les jeunes entrepreneurs qui sont ici. Et l'autre côté, sur la chaîne de développement, c'est-à-dire dans une logique de développement de chaîne de valeur dans le domaine des infrastructures. Comme M. Modiana disait tout à l'heure, vous qui avez été ministre, est-ce qu'avec du recul, vous pensez que la démarche IMO était la meilleure des choses qu'il fallait pour le Bénin, c'est-à-dire haute intensité de main-d'œuvre, où on investit des milliards et quelques années après, on ne sait même plus si les routes sont passées par là. La démarche IMO. Parce que le problème de nos pays, ce qu'il a dit tout à l'heure, on injecte des milliards. Et c'est les institutions internationales qui nous disent, voilà, il faut passer par ici, il faut passer par là. Vous prenez la Banque mondiale avec les projets qui ont appuyé les aménagements, c'est-à-dire les aménagements, comment on appelle, les petits aménagements hydro-agricoles, les aménagements sommaires, où on s'est contenté des diguettes et après quelques pluies, on ne sait même plus si on a fait des aménagements ici. Entre-temps, les consultants ont pris l'argent, les groupements ont pris l'argent. Dans la vallée de l'Ouémé aujourd'hui, depuis l'époque de Sonia, c'est maintenant que, avec l'appui de la BAD, on est en train de faire des aménagements définitifs. Depuis les années 60, est-ce qu'on a besoin d'attendre maintenant pour penser aux aménagements définitifs enfin? Et pour vous dire qu'il n'y a aucune entreprise béninoise capable de réaliser ça. C'est les Indiens qui sont en train de réaliser ça maintenant. 8 milliards qui vont quitter le Bénin pour aller là-bas. Dans une optique de développement de chaînes de valeur, le gouvernement aurait pu prévoir des dispositions pour promouvoir des PME dans cette chaîne de valeur pour faciliter le transfert de savoir-faire et de technologie. Comme le disait le jeune dans le domaine de l'énergie. Les 15 000 lampadaires dans le domaine, rien que pour les projets de péage, asphaltage. Il n'y a aucune petite entreprise béninoise capable de faire quoi que ce soit dedans. Et un ministre vient hier dire qu'on est en train de promouvoir un code d'investissement où quelqu'un peut venir au Bénin créer son entreprise à 100% et avoir le conseil d'administration à 100% étranger. Monsieur le ministre, est-ce qu'avec du recul, avec votre immense expérience en passant dans tous ces pays-là, est-ce que ça peut tenir pour que nos jeunes entrepreneurs soient fiers de dire qu'ils sont béninois et qu'ils sont compétents, ils peuvent réussir ici? Merci, monsieur le ministre. Les intervenants sont 4 et on a 5 grandes questions en général. Et je crois ici, il y a beaucoup de questions qui sont très bien adressées à monsieur le ministre. Et je vais bien vouloir lui demander alors de prendre le micro et d'essayer des réponses au cas où il y a d'autres experts sur le plateau qui voudraient bien venir en rescousse. Ils prendront le micro après vous. Merci, monsieur le ministre. Merci bien. Je vais commencer par la fin. Les travaux IMO, est-ce que c'était une bonne idée? Je pense que sur le principe, c'était une bonne idée. Prenez les voies pavées. Une voie pavée, sur 1 km de voie pavée, regardez d'abord en termes d'emploi. Combien sur 1 km de voie pavée, où c'était à l'époque dans les 350 millions de francs CFA le kilomètre linéaire, combien rentre dans le tissu économique, combien rentre dans l'emploi local, et maintenant regardez des voies pavées, combien sont encore restés. Et si on avait fait simplement que
que du macadam, combien serait resté dans notre économie? Ce n'est pas pour dire que tout doit être pavé, c'est pour dire que la démarche à l'époque était pertinente pour relancer une économie moribonde sortie la fin des années 80 et faire en sorte qu'on crée davantage d'emplois. Ça a permis aussi l'émergence de beaucoup d'entreprises de BTP. Et ça a permis à travers les agences d'exécution de maîtriser l'apprentissage des entreprises de BTP en veillant à ce que l'expertise qui n'était pas forcément de bon niveau puisse s'améliorer. Aujourd'hui, on a des entreprises béninoises qui ont commencé comme ça et que moi je retrouve même au Libéria. Donc, maintenant, il faut affiner cette approche-là. Et pour l'affiner, d'abord, il ne faut pas déployer une telle approche dans des domaines qui ne sont pas pertinents. Si le savoir-faire n'existe pas du tout, il faut aller chercher le savoir-faire. Mais il faut adosser à ce savoir-faire importé des mécanismes qui permettent donc que le savoir-faire là reste où l'apprentissage se fasse. Regardez les pays qui ont émergé. Pourquoi est-ce que ces pays-là, de la Corée du Sud en passant par la Malaisie, pour ne pas citer la Chine, pourquoi chaque fois que, par exemple, il y a de l'investissement public pour acheter des services, pourquoi est-ce qu'ils exigent que, à la fois qu'il y ait un transfert de savoir-faire, de technologie, et qu'il y ait un minimum d'utilisation de compétences locales et de production locale? C'est précisément pour qu'on puisse arrimer ce qui existe à ce que l'on voudrait acquérir pour aller là vers où on voudrait aller. Alors, si le Code des investissements à venir a les dispositions dont a parlé hier le ministre Kérékou, moi je veux croire que là-dedans, il y a des clés qui permettent au moment de faire les arbitrages ou au moment d'inciter ou de donner ces autorisations-là, d'inciter les investisseurs à quand même consommer local, y compris en termes d'expertise, de compétences. On peut le faire d'autres façons. Ce n'est pas forcément le fait de mettre quelqu'un, de l'obliger à avoir des partenaires locaux dans son tour de table qui assurent cela. Il y a d'autres façons de le faire. Je veux croire que ces façons-là sont prises en compte. Par exemple, quand ces entreprises-là qui produisent sur place et ayant investi sur place vont vouloir accéder à de la commande publique, comment on fait pour qu'il y ait des modalités ou des mécanismes pour les inciter néanmoins à employer de l'expertise locale et aussi à assurer qu'il y ait un transfert de compétences? C'est une chose à faire. Je pense aussi qu'il nous faut aller plus loin que les PPP. Depuis quelque temps, on a ajouté un 4e P, on parle de 4P. Oui. Et parce que quand vous prenez par exemple les populations qui ont besoin d'énergie, si vous rentrez dans la logique de M. Akindes, ce marché-là n'existe pas. En tout cas, ce n'est pas un marché qui est intéressant pour eux parce que ça ne rentre pas dans leur logique de la rentabilité interne. Et pour autant, ces gens-là, aujourd'hui, le kilowatt qu'ils consomment, ils l'achètent 2-3 fois plus cher que vous et moi. Comment ceux qui consomment un kilowatt 2-3 fois plus cher que vous et moi ne sont pas un marché rentable? Il y a quelque chose d'illogique là, et la façon de dépasser les modèles existants de calcul de rentabilité, c'est d'impliquer aussi les populations. Par exemple, ils n'ont pas fait autre chose au Kenya quand ils sont passés de M-Pesa à M-Kopa. Et M-Kopa aujourd'hui, ils sont en train de tutoyer le million d'utilisateurs. Et ils ont amené l'énergie dans des zones où l'énergie n'allait pas par le passé. J'ai vu des semences de ça hier en faisant avec le ministre Kérékou le tour des stands. Maintenant, comment on rend ça possible? C'est là que rentre en compte ce que nous appelons la distribution au niveau de la gouvernance. Pour amener les particuliers à produire leur propre énergie et éventuellement à injecter leur surplus sur le réseau, il y a des choses à faire. Il y a à prévoir que ce soit possible. La loi ne le permettait pas. Il faut que la loi permette que le particulier puisse produire et vendre de l'énergie, qu'on lui garantisse un coût de vente qui rentabilise sa production. Éventuellement, s'il faut pour cela
dégrever de certaines taxes et l'importation de l'investissement pour se faire, qu'on puisse le faire. Il y a autant de choses qui sont nécessaires. Et c'est heureux de dire que le MCA, quelqu'un parlait du MCA, que le MCA qui assiste le gouvernement à revoir le cadre de gouvernance du secteur de l'énergie, a travaillé dans ce sens-là. Je ne suis pas ici pour en parler, mais je peux dire que cela s'est fait et que cela est en cours. Le gouvernement a entrepris, dans le cadre d'un atelier où le ministre de l'Énergie m'a fait le privilège de m'inviter à l'ouverture pour ce qu'ils ont appelé le grand oral, de porter maintenant l'ambition de multiplier par plus de 10 la contribution des énergies renouvelables au mix énergétique national. Imaginez ce que cela représente. Mais quand on me dit énergie renouvelable, tout le monde pense panneaux solaires. Mais il n'y a pas que les panneaux solaires. Aujourd'hui, en milieu rural, les 90% de nos populations en milieu rural qui n'ont pas accès à autre chose qu'à de la biomasse, utilisent de la biomasse. La biomasse en elle-même, c'est de l'énergie renouvelable. Elle devient non durable dans la manière dont elle est produite. Quand pour la produire, on déforeste et ainsi de suite. Mais il y a d'autres façons de produire la biomasse. Donc si on produit de la biomasse de façon moderne et qu'on met ça à leur disposition avec des modalités d'utilisation pour transformation en énergie qui soient modernes, eh bien, on a fait de la disruption. Rien ne nous empêche de considérer ça. C'est pour dire que c'est un champ tellement vaste, ouvert, qui n'a de limite que celle que nous voulons bien nous donner. Je vais peut-être conclure, pour ne pas monopoliser la conclusion. Oui, allez-y très rapidement, monsieur le ministre. Je crois que, je pense qu'il n'y a pas de route politique. Monsieur Modianaï, il suffit de vivre quelque part où la route ne vient pas pour comprendre qu'il n'y a pas de route politique. Il peut y avoir, peut-être dans l'arbitrage des routes, certaines qui doivent venir avant d'autres. Mais quand vous avez vécu quelque part où la route ne va pas, vous comprenez alors qu'il n'y a pas de route politique. Maintenant, il nous faut faire en sorte que la programmation et la réalisation des routes et leur entretien soient aussi dans le cadre de l'implication nécessaire des usagers de la route. Si je ne m'arrête pas, vous m'arrêterez. Je m'arrête. Merci, monsieur le ministre. Je vous arrêterai certainement. Il n'y a pas de route politique, mais il faut évidemment que les routes soient inscrites alors dans un programme de développement à moyen et long terme pour permettre aux bénéficiaires effectivement d'en bénéficier, pas pour des raisons politiques. Alors, monsieur Allais, vous avez des apports de réponse à des questions spécifiques, surtout sur la question sur la jeunesse, à impliquer à un taux dans des politiques et également d'employabilité? Effectivement, il y a eu cette question. Ce que je voudrais dire de façon générale, c'est qu'il y a une convergence en matière de stratégie aujourd'hui entre ce que les partis publics demandent et ce que les entreprises privées de construction, notamment, c'est celle que je connais le plus, veulent réaliser pour intégrer au maximum les PME locales. C'est une occasion unique, ça n'existait pas dans le passé. Vous savez que les entreprises, les multinationales aujourd'hui, ont tout intérêt à associer les PME locales. Parce que d'abord, ça plaît beaucoup au pouvoir public, et donc ça, dans la chaîne des valeurs, ça augmente la volonté à payer. Et c'est essentiel pour le développement de ces multinationales parce que dans la chaîne des valeurs, ça réduit les coûts. Dans les appels d'offres aujourd'hui, au Bénin notamment, il y a une exigence d'utiliser au moins 30% de la valeur du marché dans l'utilisation des PME locales. Comme local content, c'est quelque chose qui est exigé. Mais ce que je déplore souvent, c'est que ça reste déclaratif. On s'engage souvent lors des appels d'offres, ça je le dis entre nous ici, on s'engage souvent dans les appels d'offres à utiliser, et on identifie même là où on doit le faire. Mais il n'y a pas un suivi derrière. Il n'y a pas un suivi derrière de la part de
des gouvernements et des partis publics. C'est valable au Bénin, c'est valable dans tous les pays que j'ai en gérance aujourd'hui pour Colas. Mais pour des groupes qui se respectent, et aujourd'hui, dans le cadre de la responsabilité sociétale de nos groupes, où on participe à des systèmes de notation internationale, où on est coté dans les bourses, c'est important d'afficher un taux d'utilisation des partenaires locaux élevé. Ce qui peut souvent aussi poser problème, c'est l'organisation au niveau de ces partenaires locaux. Vous avez parlé de ce que vous savez faire, mais c'est de façon, ça intervient de façon isolée. Il n'y a pas d'organisation. Quand on recherche les ressources dont on a besoin, on ne les a pas toujours, et il y a un réflexe à aller au plus vite. Et donc, à aller chercher la ressource qu'on connaît ailleurs. Donc, il y a un travail à faire au niveau des PME locales pour régler ça. Pour en finir, la difficulté va un peu plus loin dans l'utilisation même des artisans locaux. On dit souvent, c'est un maçon, c'est un plombier, c'est un électricien, tout ça. Hein? Mais comment tout cela est normalisé? Comment à travers, est-ce qu'on a des systèmes de formation professionnelle qui certifient que c'est vraiment un électricien, c'est vraiment un... Moi, j'ai vu le cas souvent où on utilise des gens qui se prévalent de ces certifications, mais qui, à l'œuvre, n'y sont absolument pas. Donc, il y a un travail à faire de formation professionnelle. C'est du domaine aussi partagé des parties publiques et du partenaire privé qui a besoin de ces ressources pour continuer à fonctionner. Merci, M. Allé. Je vais demander à M. Chola, bien sûr, de prendre la parole et de profiter, s'il le permet également, de dire son mot de conclusion, parce que le temps est parti. Ce panel est en train de tirer doucement vers sa fin. Merci, vous avez la parole. Je vais rebondir sur le point de M. Allé, sur le transfert du savoir-faire ou des compétences. Je pense que, pour faire écho à ce qu'on a dit hier lors d'un panel, c'est important de mettre un accent sur la formation qui est adéquate, de former des experts pour on va dire des secteurs spécifiques qui sont utiles au privé. Je pense que mettre l'accent sur l'éducation et sur la formation peut faire en sorte qu'un privé qui vient développer une infrastructure localement puisse avoir accès à une base de ressources humaines locales et qui peut en effet avoir confiance dans les compétences de cette base locale. Sans ça, on prend assez d'engagement en tant que privé dans un contrat pour éviter de s'exposer à un risque que le travail ne soit pas fait dans les normes qui nous sont demandées. Je vais répondre à la première question parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le Bénin a une bonne place en termes de programme d'investissement. Faut le reconnaître parce que c'est quand même la première fois qu'on a une ligne directrice, je parle du PAG, qui donne les axes prioritaires et qui spécifie une liste de projets qui sont à mettre en œuvre pour permettre le développement économique. L'État, son rôle, c'est de mettre en place un cadre et après, il faut faire appel aux entrepreneurs parce que quand on dit que le tourisme est un secteur prioritaire, quand on dit que l'agro-business est un secteur prioritaire, je pense que c'est au privé ensuite de réfléchir à quelles solutions il peut apporter et il peut également réfléchir à l'infrastructure parce qu'il faut réfléchir de manière intégrée. Il peut penser que pour mettre en place, pour développer l'agro-business par exemple, dans un domaine, dans une région du pays, il est important qu'une route spécifique soit construite pour acheminer des produits. Ça, c'est le local qui est sur le terrain qui peut penser à l'infrastructure dans ce sens-là. Donc, en termes de priorisation des projets, je pense qu'on a fait un bond en avant. On sait aujourd'hui ce qui peut être éligible à l'investissement d'un fonds d'investissement ou d'un privé, et on sait ce qui va être social
qui va être les écoles, les hôpitaux et les infrastructures de loisirs, des stades par exemple. Et ça, forcément, vu que les retombées ne sont pas systématiques, il faudra mettre en place des infrastructures dont les retombées sont plus rapides et bénéficier de ces ressources-là pour les réinvestir dans les infrastructures sociales. Mais je pense qu'on est en train d'avancer dans la bonne direction et avoir de la visibilité sur la planification des projets d'infrastructures dans un pays, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça permet au secteur privé ensuite, et c'est mon mot de fin, de pouvoir savoir comment il peut accompagner l'action de l'État. Parce qu'il faut reconnaître, le ministre des Finances le disait plus tôt, en principe, c'est nos impôts, les impôts que nous payons, qui sont utilisés pour investir dans les infrastructures dont nous bénéficions. Donc, si on peut prendre l'initiative de pointer du doigt ce qui est plus pertinent pour nous-mêmes en tant que citoyens ou acteurs privés dans une économie nationale, c'est la démarche à adopter. Donc, je pense que la balle est vraiment aussi du côté des PME et des groupes privés dans ce sens-là. Merci, M. Chola. Les PME qui sont là ont compris. Aujourd'hui, il y a de la matière. Il faut qu'on se spécialise. Il faut qu'on travaille sur nous pour être compétitifs. On a bien envie de nous confier l'argent, qu'on fasse le travail, mais on veut être également rassuré qu'in fine, on a des rendus, on a des travaux très bien faits qui peuvent durer dans le temps. On va laisser 30 secondes à Mme Anta de bien vouloir, au même moment, si elle a des réponses à des questions, de se prononcer et dire son mot de fin, avant de donner également 30 secondes au ministre de dire également son mot de fin, et puis on aurait conclu ce panel. Merci, Mme Anta, de prendre la parole. Oui, alors toujours dans le même sens, effectivement, je reviens sur la formation professionnelle. Des compétences, il y en a, mais moi, ce que je constate, il manque des fois, on va dire, le côté pratique. Il y a beaucoup de knowledge, beaucoup d'expertise théorique, mais là, il y a la pratique qui manque. Et je suis d'ailleurs très contente, étant suissesse, que le gouvernement suisse a aussi apporté un soutien pour qu'on puisse plus mettre en œuvre des formations professionnelles et des formations pratiques. Et pour conclure, depuis fort longtemps, la SCB, parce que nous manquons nous formons beaucoup d'électriciens, de mécaniciens, de jeunes, de tous les différentes sciences. Mais là où il y a vraiment un manque, il faut des fois aller à la base sur le côté pratique. Et si aujourd'hui on peut mettre en place un centre de formation et associer des sociétés, des cimenteries ou autres sociétés industrielles, je pense que ce sera vraiment quelque chose de bien. C'est un appel que je lance parce que j'attends ça. Je suis au Bénin depuis 10 ans. C'est quelque chose que j'attends parce que je vois il y a les compétences, mais il manque des fois vraiment aller on the job, vraiment la pratique. Super. Voilà mon mot de la fin. Merci. Madame Antar. Le défi est lancé. Si vous êtes là à la recherche d'opportunités, voilà un projet qui a déjà alors quelqu'un qui peut le prendre à bras le corps et pouvoir faire le financement même s'il le faut. Monsieur le ministre, 30 secondes pour dire votre mot de fin. Merci bien. Je voudrais inciter les PME, PMI, y compris les micro-entreprises, à penser à s'associer sur les domaines d'opportunité, à penser à co-traitance, sous-traitance, à aller ensemble chercher ces opportunités-là, en regardant les grands domaines d'investissement public, mais aussi en regardant là où il y a de la demande et où il n'y a pas encore de la réponse, et à innover. Merci. Merci infiniment. On aurait été vraiment très gentil d'avoir plus de temps parce que le sujet est bien passionnant. On a de la ressource, mais le temps étant ce que c'est. On va laisser place aux autres panels avant que la cérémonie officielle de clôture de ce forum ne puisse avoir lieu dans les délais impartis. Merci à vous.